Voyons maintenant les différents stades de l'anémie ferriprive. Vous avez le stade 1, le stade 2 et le stade 3. Le stade 1, c'est la déplétion des réserves. Donc le premier paramètre, ou on va dire le paramètre le plus précoce, c'est l'épuisement des réserves, c'est l'abaissement de la ferritine. Le stade 2, ce qu'on appelle le stade de la carence martiale, mais toujours sans anémie. Donc là, vous avez la perturbation, donc là, vous avez la diminution du fer sérique, du VGM, de la CCMH et augmentation de la transférine. Le stade 3, c'est le stade de l'anémie ferriprive. Vous avez, dans ce cas-là, une baisse de l'hémoglobine et des réticulocytes. Le diagnostic biologique de l'anémie ferriprive, donc on fait une FNS, on trouve une hémoglobine qui est basse, une hématocrite aussi basse, VGM bas, donc une anémie microcytaire, TCMH basse, anémie hypochrome, la même chose pour CCMH. Donc en réalité, l'anémie ferriprive, c'est une anémie microcytaire hypochrome arégénérative. Pour le frottis sanguin, donc on trouve une morphologie des globules rouges microcytaires, hypochrome avec poikilocytose, c'est-à-dire vous avez une présence de globules rouges qui sont déformés et donc vous avez un taux de réticulocytes qui est bas. Là, on parle d'une anémie arégénérative et même elle peut s'accompagner d'une thrombocytopénie. Voilà donc une FNS d'un sujet atteint d'une anémie ferriprive. Le bilan martial, dans le cas d'une anémie ferriprive, donc vous avez le fer sérique qui est abaissé, la transférine qui est augmentée, le récepteur soluble de la transférine qui est augmenté, l'ATIBC et l'EIBC qui sont augmentés, le coefficient de saturation qui est abaissé et la ferritine qui est abaissée, sachant que la ferritine, c'est le premier paramètre qui sera perturbé lors de cette, c'est-à-dire carence martiale. On passe maintenant à la carence fonctionnelle ou bien l'anémie inflammatoire. Donc le mécanisme il est complexe. Donc c'est lors du syndrome inflammatoire. Vous avez la libération des interleukines et de l'hepcidine. L'hepcidine elle va inhiber l'absorption intestinale du fer. Et elle va aussi livrer, c'est-à-dire inhiber la livraison du fer par les macrophages. Ce qu'il faut retenir, c'est que lors d'une carence fonctionnelle, vous avez le fer qui est séquestré par les macrophages. Il est là, mais il est séquestré par les macrophages. Donc, parmi les étiologies d'une anémie inflammatoire, vous avez les infections, vous avez les maladies inflammatoires et les infections malignes. Le diagnostic biologique de l'anémie inflammatoire, donc vous avez c'est-à-dire si vous faites une FNS, vous trouvez une anémie microcytaire hypochrome. C'est vrai qu'au début, le VGM, il est normal, puis diminue. La même chose pour la TCMH et la CCMH. Et l'hémoglobine, elle est modérément basse. Le frottis sanguin, donc on trouve une morphologie des globules rouges microcytaires hypochrome. Et la même chose, donc des réticulocytes qui sont un taux de réticulocytes qui est bas. Le bilan inflammatoire, on trouve une vitesse de sédimentation qui est augmentée, la CRP qui est augmentée et les autres protéines du bilan inflammatoire, à savoir le fibrinogène, l'orosomicoïde et l'aptoglobine. Et à l'électrophorèse des protéines, on trouve une large bande au niveau de la zone gamma et une augmentation des alpha-2 globulines. Pour le bilan martial d'une anémie inflammatoire, le fer sérique il est abaissé, la transférine elle reste normale ou légèrement diminuée, le récepteur soluble de la transférine il est normal, le coefficient de saturation il est normal ou légèrement diminué et la ferritine elle est augmentée parce que la ferritine est considérée aussi comme une protéine de l'inflammation. Donc là, c'est contrairement à l'anémie ferriprive. Donc si on fait la coloration de Pearls, donc il y a aussi la coloration de Pearls, c'est que lorsque le ferrocyanure de potassium réagit en milieu acide avec les ions ferriques pour donner un précipité bleu de ferricyanure, c'est ce qu'on appelle le bleu de Proust, donc qui met en évidence les réserves macrophagiques de l'hémocédérine. Il y a une autre situation pathologique lorsqu'on a une inflammation associée à une carence en fer. Donc là, on parle d'une anémie mixte. Le diagnostic différentiel entre une anémie mixte et une anémie inflammatoire, c'est le récepteur soluble de la transférine. L'augmentation de la ferritine dans un contexte inflammatoire risque de masquer une réelle carence en fer, c'est-à-dire dans cette anémie mixte,
vous avez une augmentation de la ferritine comme protéine inflammatoire, d'accord? Mais vous êtes devant une carence en fer. La ferritine, son taux, il est diminué dans les carences en fer, mais son taux, il peut augmenter dans les états inflammatoires. Contrairement au récepteur soluble de la transférine, son taux n'est pas influencé par les réactions inflammatoires ni par la diminution de la fonction hépatique. Il permet donc une évaluation exacte des réserves en fer, même lors d'une inflammation. Voilà, donc là, c'est les différentes variations du bilan martial lors d'une anémie ferriprive, d'une anémie inflammatoire et une anémie mixte. Une anémie, c'est-à-dire ferriprive, donc on a le fer qui est diminué dans les 3 états pathologiques, la même chose pour l'hémoglobine. Par contre, la ferritine, donc elle est diminuée dans l'anémie ferriprive, elle peut être normale ou augmentée dans l'anémie inflammatoire et la même chose pour l'anémie mixte. Donc ça dépend de l'état de l'inflammation, elle peut être normale ou augmentée. Contrairement au récepteur soluble de la transférine, son taux, donc la même chose pour le coefficient de saturation, il est diminué, il est normal ou diminué dans l'anémie inflammatoire ou bien l'anémie mixte. Le récepteur soluble de la transférine, il est augmenté dans la carence, son taux est augmenté dans la carence en fer. Donc, son taux, il sera augmenté dans l'anémie ferriprive et dans l'anémie mixte. Par contre, dans l'anémie inflammatoire, son taux, il reste normal. Pour la CRP, donc son taux est augmenté, donc c'est une protéine inflammatoire, elle est augmentée dans l'anémie inflammatoire et l'anémie mixte. Voilà un arbre décisionnel. Donc toujours il faut doser une protéine inflammatoire plus la ferritine, donc en plus du reste du bilan. Donc vous avez une CRP qui est normale avec une ferritinémie qui est abaissée, donc là c'est une carence, c'est une anémie ferriprive. Si vous avez une CRP normale avec une ferritine normale, c'est un bilan normal. Par contre, si vous avez une ferritine qui est augmentée avec une CRP normale, là c'est un autre cas, c'est la surcharge en fer. Si on a une CRP plus une ferritine, donc une CRP qui est augmentée avec une ferritine normale ou augmentée, donc là il faut doser le récepteur soluble de la transférine. S'il est augmenté, c'est une anémie mixte. S'il est normal, donc c'est une anémie inflammatoire. Finalement, le récepteur soluble de la transférine, il permet le diagnostic différentiel entre une anémie mixte et une anémie inflammatoire. Pour le traitement donc, de l'anémie ferriprive, son il va changer. Le traitement, c'est un traitement de 4 à 6 mois. Le premier paramètre qui va se normaliser, c'est l'hémoglobine. Et le dernier paramètre, c'est la ferritine. Passons maintenant aux surcharges en fer. Donc, ce qu'on appelle les hémochromatoses primaires ou secondaires, les hémochromatoses primitives. L'hémochromatose primitive ou héréditaire est une altération génétique d'un ou de plusieurs gènes conduisant à une surcharge en fer. Il existe plusieurs types d'hémochromatose selon la mutation en cause. La forme la plus fréquente, c'est la mutation du gène codant pour la protéine HFE. Il représente 95% des hémochromatoses héréditaires. Et ce qu'on appelle l'hémochromatose héréditaire classique. Cette forme est caractérisée par une hyperabsorption intestinale du fer. Voilà, donc il y a plusieurs mutations qui ont été détectées dans l'hémochromatose primitive. Donc vous avez le type 1, le type 2, 3, 4 et 5 et 6. J'ai dit la mutation, c'est-à-dire la plus fréquente, et qui représente 95% des hémochromatoses héréditaires, c'est la mutation du gène qui code pour la protéine HFE. Voilà, donc pour cette mutation, donc il s'agit d'un échange d'un nucléotide guanine contre l'adénine de l'exon 4, entre échange d'une cystéine, d'une cystéine par une tyrosine de l'acide aminé en position 282. Cette mutation, donc normalement chez une protéine HFE normale, donc en position 282, il s'agit donc d'une cystéine.
D'accord? La mutation donc homozygote qui touche les deux résidus cystéine entraîne le remplacement donc de cet acide aminé cystéine par une tyrosine qui va empêcher la formation du pont disulfure et donc la liaison de la protéine HFE avec la bêta-2 microglobuline. La protéine HFE, elle ne joue plus son rôle d'inhibiteur sur l'absorption du fer à travers l'hepsidine, d'où l'hyperabsorption et l'accumulation du fer. Sinon, il y a d'autres mutations qui ont été détectées, mais qui sont moins rares. Sinon, donc, vous avez une mutation au niveau de la ferroportine, au niveau du récepteur de la transférine, au niveau de l'hepsidine. Les hémochromatoses secondaires, donc, qui sont secondaires chez des sujets polytransfusés, donc, tels que les thalassémiques. Les hémochromatoses secondaires à une surcharge alimentaire, donc vous avez la maladie hépatique chronique telle que l'hépatite B et C, l'hémosidérose africaine, aciruléoplasminémie et atransférinémie congénitale. La surcharge en fer, donc si on voit l'évolution de la forme classique héréditaire, donc là on revient à la forme héréditaire classique, on va voir un petit peu la clinique de cette surcharge en fer, la biologie et la clinique de cette surcharge en fer. Généralement, cette forme héréditaire, donc, c'est-à-dire avant l'apparition des signes cliniques, il y a une phase latente clinique et biologique, donc d'environ 15 à 20 ans. D'accord? Ensuite, vous avez la deuxième phase, c'est la phase d'apparition d'anomalies biologiques. Donc, vous avez le fer qui est augmenté, le coefficient de saturation qui est augmenté, avec une augmentation progressive de la ferritine et l'augmentation de la TGP, mais moins de 3 fois à la normale. Après 40 ans, donc là c'est la phase d'expression clinique, donc vous avez le fer qui s'accumule progressivement, il va se déposer au niveau des tissus, donc au niveau de la peau, entraînant donc la mélanodermie, au niveau donc du foie et entraînant donc l'atteinte hépatique, au niveau du pancréas, entraînant donc un diabète au fil de temps et même au niveau des gonades, au niveau donc des articulations, au niveau des os et même au niveau du cœur. Cette triade mélanodermie, hépatomégalie et diabète est caractéristique de la surcharge en fer ou de l'hémochromatose primitive. Pour le diagnostic biologique de l'hémochromatose, donc on dose surtout le fer sérique, la ferritine et le coefficient de saturation, donc on trouve augmenté et le coefficient de saturation il va dépasser 45%. On peut également doser les transaminases et doser la glycémie à la recherche du diabète. Pour le traitement de l'hémochromatose, c'est des saignées, soit c'est l'utilisation des chélateurs de fer. Et pour éviter la réaccumulation du fer, on fait des saignées à vie. Voilà, donc en conclusion, donc c'est un cours qui est simple. Il suffit juste de comprendre les différents acteurs du métabolisme du fer. C'est-à-dire il y a les pathologies les plus fréquentes, c'est l'anémie ferriprive, vous avez l'anémie mixte et l'anémie inflammatoire. Donc là, pour faire le diagnostic différentiel, il faut faire un bilan inflammatoire et un bilan martial, sachant que le récepteur soluble de la transférine, c'est le paramètre qui permet de distinguer une anémie inflammatoire d'une anémie mixte. Surtout si le bilan inflammatoire est perturbé. Et aussi, vous avez vu les surcharges primitives et secondaires, ce qu'on appelle les hémochromatoses.